C'est bon, non, comment ça c'est bon? Non, il reste 15 secondes. Alors, je vais faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir l'historien Frédéric Lemoal. Ce professeur d'université exerce son talent notamment à l'Institut Albert Le Grand d'Angers. Et puis, puisque c'est sur la 4e de couverture, on peut le dire aussi, il est aussi professeur au lycée militaire de Saint-Cyr. Et il a fait une série d'ouvrages d'histoire, dont une histoire du fascisme, que je viens de finir, et qui est passionnante, qui est surtout puissante. Et je pense que c'est un ouvrage, alors, en histoire et en sciences, on ne peut pas dire qu'un ouvrage est définitif, il est toujours provisoirement définitif. Il me semble quand même que ses conclusions les plus importantes sont définitives. Donc une contribution importante à la science historique, car l'histoire peut être une science quand on la fait avec objectivité. Et c'est ce que fait Frédéric Lemoal. Alors permettez-moi quand même de lui faire un reproche, je l'avais déjà fait en aparté. Il a oublié de citer, et même de lire, d'ailleurs c'est encore pire peut-être, le livre du Carrefour de l'horloge, à l'époque Club de l'horloge, où il y a une vingtaine d'années, nous avons écrit « Socialisme et fascisme, une même famille », où nous avons expliqué, nous avons démontré que le fascisme était une variante du socialisme. Alors évidemment, l'analyse de Frédéric Lemoal sur le fascisme italien, Mussolini, va bien au-delà. Et nous lui avons proposé d'intervenir devant vous sur le thème « Le fascisme, mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau ». Le fascisme, mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Ce sujet est essentiel pour un historien, mais il a évidemment un intérêt considérable pour la vie politique d'aujourd'hui aussi, puisque le thème du fascisme, qui n'est traité, à vrai dire, dans le livre de Frédéric Lemoal, pour l'actualité d'aujourd'hui, pour l'actualité que dans sa conclusion, le fascisme est mort, c'est nourrit de manière artificielle les débats politiques contemporains. Même récemment, 26 mai 2019, en France, comme dans le reste des États de l'Union européenne, élections européennes. Et vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, avait organisé ces élections, la campagne électorale, sur le thème les progressistes contre les nationalistes, ce qui est une façon peut-être de faire revivre le front antifasciste qui se développait, qui avait cours entre les deux guerres, et qui n'a jamais cessé d'être invoqué par la gauche, puisque c'était très bien expliqué par Frédéric Lemoal, toutes sortes de gens, y compris Berlusconi, mais le général de Gaulle aussi, ont été accusés de manière totalement incongrue d'être fascistes. Donc si on veut comprendre non seulement l'histoire du XXe siècle, mais si on veut comprendre la politique d'aujourd'hui, il faut savoir ce que le fascisme est, et il faut savoir ce qui n'est pas le fascisme. Sinon, on risque de se laisser conduire par le bout du nez dans des erreurs idéologiques et des erreurs d'analyse politique qui sont éminemment regrettables et qui peuvent empêcher des redressements politiques que nous souhaitons tous. Alors Frédéric Lemoal, je vous propose de parler le temps que vous voudrez, mais peut-être pas 2 heures, un peu moins. Hein ? Vous me couperez. Ah non, je ne me permettrai pas. Non mais bon, disons une heure, quoi, à peu près. Même moins si vous pouvez. Et ensuite, nous aurons un débat. Donc vous poserez des questions. Peut-être que je commencerai moi-même avec impatience à en poser une ou deux, mais vous poserez des questions. Et ensuite, notre auteur, Frédéric Lemoal, dédicacera son ouvrage. Honnêtement, je vous dis, il est vraiment passionnant. Et même si vous croyez connaître le fascisme, même si vous avez lu Socialisme et fascisme, une même famille du Club de l'horloge, vous découvrirez des choses absolument inouïes. Ça se lit comme un roman, en fait. Il faut dire que le fascisme, c'est une tragédie incroyable. Et c'est au fond un roman. Alors, mais sauf que c'est un roman qui a duré 20 ans, qui s'est terminé de manière absolument tragique, qui a emporté un pays, et d'ailleurs qui a aussi des incidences dans le reste de l'Europe. Donc c'est passionnant. Je vous serai certainement nombreux à vous procurer ce livre. Alors,
je ne sais pas qui. C'est Victoire qui va encaisser le prix des livres, hein? Victoire est-elle quelque part? Oui, Victoire. Victoire Bétis, donc, qui nous aide avec beaucoup de talent, de dévouement et de charme, aura donc le dévouement de récolter l'argent. Alors le prix affiché, c'est 23 €. Vous remettrez 23 € à Victoire, qui vous remettra un livre, voilà, et vous le ferez dédicacer par Frédéric Lebal. J'ai oublié de dire une chose, d'ailleurs, que c'est peut-être son plus grand mérite, bien qu'il ne l'ait pas choisi. C'est qu'il est breton, comme moi. Le Moal, il est breton du Trégor. Bon, moi c'est le Penthièvre. Enfin, le Penthièvre, c'est à côté du Trégor, enfin quasiment, pas très loin. Donc c'est un breton, et donc il a une âme enracinée dans son terroir, je n'en doute pas. Et il a surtout le talent de l'historien, et la puissance et l'objectivité de l'historien qui connaît son sujet, qui l'approfondit, et qui sait de plus exposer admirablement, débroussailler, démêler une histoire extrêmement complexe qui devient presque lumineuse grâce à son talent littéraire et à son talent d'analyse. Frédéric Lebal, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup pour cette présentation très, très, très élogieuse. Et puis merci de m'inviter, de me permettre de parler en effet de ce sujet. Alors, qui, je l'espère, est passionnant dans le livre, parce qu'il est passionnant pour moi. Effectivement, la raison de l'écriture de ce livre, c'est que je n'avais jamais vraiment trouvé de livre pleinement satisfaisant sur le fascisme, bien que la vision du fascisme ait beaucoup évolué dans l'historiographie. J'aurai l'occasion d'en parler. Mais certains travaux, évidemment, comme ceux du grand historien italien Emilio Gentile, ont beaucoup débroussaillé, ont apporté beaucoup de choses sur la compréhension du fascisme. Mais moi, je pensais qu'il fallait aussi aller plus loin, puisque du moment où on reconnaît que le fascisme est un mouvement révolutionnaire, alors se pose inévitablement la question, évidemment, de ses liens avec le socialisme, et donc avec la Révolution française, et donc avec les Lumières. Ça c'est un peu la colonne vertébrale de l'ouvrage. Alors, effectivement, je voudrais faire une introduction un peu longue, mais qui me paraît importante, sur la définition, en effet, de ce qu'est le fascisme. Et ça, c'est un défi, puisqu'on cherche une définition exacte du fascisme, en fait, depuis les années 20, depuis qu'il est apparu. Beaucoup d'historiens s'y sont cassés les dents, beaucoup de politologues, même de sociologues, se sont penchés sur la question. Alors c'est très difficile, pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de doctrine claire du fascisme. Il n'y a jamais eu une doctrine clairement exposée dans un livre, comme elle a pu être Mein Kampf pour le national-socialisme, comme a pu l'être évidemment toute l'œuvre de Marx et de Lénine. Il n'y a pas des tables de la loi qui ont été gravées et qui donneraient une vision très, très claire et incontestable de ce qu'est le fascisme. En fait, on pourrait dire qu'il y a eu autant de fascisme qu'il y a eu de fascistes. À l'intérieur même du groupe dirigeant du régime pendant 20 ans, vous avez plusieurs personnes, plusieurs dirigeants, ce qu'on appelle les hiérarques, qui entourent Mussolini, et chacun a un peu son fascisme à lui. Donc évidemment, ça rend très complexe le travail de définition. Alors en plus, le principal d'entre eux, Mussolini, n'a jamais été très clair en matière de doctrine. Ce n'était pas un doctrinaire. Il avait des aspects très, très pragmatiques. Il y avait une cohérence chez lui, que je vais essayer de vous expliquer, une très grande cohérence qui reflète ce qu'est le fascisme. Mais il a un peu tout dit et son contraire. Il a commencé marxiste et puis un vrai, pur et dur. Il est devenu fasciste. Évidemment, j'expliquerai le parcours et le pourquoi du parcours. Donc il a eu un parcours très sinueux, et tout ça, évidemment, ne facilite pas la compréhension de la chose. Alors ensuite, comme vous l'avez expliqué, il y a l'utilisation politique, partisane, du mot fasciste. Dès l'époque, dès les années 30, la gauche s'est emparée du terme pour disqualifier ses ennemis. Et du coup, effectivement, comme je le dis dans la conclusion, on se demande qui n'a pas été fasciste depuis 1922 et surtout depuis 1945. La liste est très, très longue. Le dernier en date, c'est Donald Trump. Donc, cette instrumentalisation du fascisme
ne permet pas véritablement de donner une définition très, très claire. Donc, en fait, il faudrait commencer par dire ce que n'est pas le fascisme. Ce serait déjà, à mon avis, une étape. Donc, qu'est-ce que n'est pas le fascisme? Pas un mouvement conservateur, dans le sens où il voudrait préserver une situation. Même si dans le fascisme, c'est incontestable, il y a des aspects de conservateurs. On a voulu préserver quelque chose. Et encore moins réactionnaire. Jamais un fasciste des années 20 ou des années 30 ne se serait conçu lui-même comme réactionnaire. C'était d'ailleurs un mot qu'ils réservaient à leurs ennemis, à leurs adversaires. Donc en rien, c'est un mouvement d'immobilisme, de préservation, de conservation. Alors le fascisme fut contre quelque chose, ça c'est certain. Il fut contre la démocratie libérale, ça c'est certain. Il fut contre le marxisme, il fut contre le parlementarisme, il fut contre l'individualisme, l'égalité, contre le pacifisme. Mais il fut aussi pour quelque chose. Il a défendu un projet. Il a défendu un projet d'un État d'un type totalement nouveau. Et c'est là la clé, à mon avis, de la compréhension de ce mouvement. Un État qui incarnerait la masse. Ça, c'est typique du fascisme. C'est la grande question du XXe siècle. Comment intégrer les masses qui ont fait irruption sur la scène de l'histoire avec la Révolution française? Comment les intégrer à l'État? Comment les intégrer aux institutions politiques? Le fascisme a apporté sa réponse à cette question. Donc, un État qui œuvre à l'aide d'un parti unique, évidemment, un parti qui est subordonné à l'État. C'est-à-dire que c'est le contraire du modèle soviétique où, en quelque sorte, le parti phagocyte l'État, s'empare de l'État. Là, au contraire, dans le fascisme, c'est l'État qui a subordonné le parti, je l'expliquerai, à son action. Le parti est devenu un instrument, mais quand même un instrument important parce qu'il participe à cette création de l'homme nouveau, auquel le fascisme a aspiré. Et c'est là, à mon avis, la clé de compréhension de ce qu'a été le fascisme. Donc, quelle définition on peut donner du fascisme? C'est d'abord un socialisme nationaliste, anticommuniste, antilibéral, et comme l'a dit Emilio Gentile, le grand historien italien, totalitaire parce que révolutionnaire. Et il a été révolutionnaire, pourquoi? Parce qu'il a aspiré à une révolution spirituelle, c'est la volonté de refaire l'âme des Italiens, à une révolution aussi corporelle. Mussolini s'est intéressé, les fascistes se sont intéressés au corps des Italiens, qu'ils ont voulu remodeler par le sport. Le sport a été une composante essentielle du régime et de la propagande du régime. Ce n'est pas nouveau que le sport soit utilisé pour la propagande. Et puis, bien sûr, une révolution politique. Une révolution politique pour, je l'ai dit, créer un État totalement nouveau qui coifferait une communauté nationale qui serait complètement unie, une communauté nationale qui aurait été purgée et qui aurait été militarisée. Comme tous les totalitarismes, le fascisme nourrit un fantasme de l'unité que l'on a dès la Révolution française, je le réexpliquerai. Et ce fantasme de l'unité le conduit à rejeter tout ce qui relève de la notion de l'individu et de toutes les libertés qui sont attachées, qui sont liées à cet individu. Et enfin, un dernier élément important en mon sens, bien sûr, c'est le projet d'expansion guerrière et d'exaltation de la violence. Pour le fascisme, la violence est au cœur du projet, avec la guerre. Et ça, c'est fondamental. La violence, pour le fascisme, n'est pas un instrument de l'histoire. La violence est intrinsèque à la nature humaine et l'État se doit de libérer cette violence qui doit être utilisée à des fins politiques, aussi bien intérieures qu'internationales. Et donc, il y a effectivement cette exaltation de la guerre. Et ça, c'est aussi un point vraiment mais très, très, très important. Et c'est pour cela que le fascisme, en fait, n'existe plus aujourd'hui. Parce que le fascisme, bien sûr, ses racines sont présentes avant la Première Guerre mondiale. Mais le fascisme surgit de la Première Guerre mondiale. Les fascistes qui prennent le pouvoir en 1922, c'est la génération du front qui prend le pouvoir et qui ont tous été marqués par cette expérience qui a été l'expérience de leur vie et pour eux une expérience fondatrice
exaltante qui a accouché de l'homme nouveau, eux, les premiers fascistes, et donc ils veulent créer cet homme nouveau à travers d'autres expériences guerrières. Et donc, en fait, voilà, le fascisme en fait, a disparu aujourd'hui parce que nous sommes à 10 000 lieues du monde des années 20, du monde qui est issu de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, pour des jeunes lycéens, aujourd'hui, c'est pas loin de la préhistoire. Enfin, c'est un autre monde, attention. Hein. Donc, ça n'a plus absolument rien à voir avec ce monde des années 20 et des années 30 qui est marqué par l'expérience de la guerre et même qui est obsédé par l'expérience de la guerre. Je voudrais revenir juste une minute sur cette notion de socialisme nationaliste. Alors j'en discute souvent de l'ordre des deux mots. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un nationalisme socialiste ? Car l'exaltation nationaliste est tellement forte dans le fascisme, ça c'est absolument évident, je défonce une porte ouverte, qu'il faudrait peut-être davantage mettre en avant cet aspect de nationalisme avant l'aspect socialiste. Et pourtant, je maintiens l'ordre des deux mots, de socialisme-nationalisme. D'abord, pour ne pas le confondre avec le national-socialisme, parce que ce sont des idéologies qui ont de vraies différences. On pourra y revenir dans la discussion si vous le désirez. Et puis, je tiens au premier mot de socialisme, parce que c'est d'abord un socialisme du fait de la place qu'occupe l'État dans l'expérience fasciste. Mussolini l'a très bien résumé en 1932 en disant « tout dans l'État, rien en dehors de l'État et rien contre l'État ». Alors attention, les fascistes n'ont pas voulu, à part quelques-uns, quelques farfelus, n'ont pas voulu attenter à la propriété privée. Ça, c'est évident. Mais c'est l'idée que l'État doit s'occuper aussi bien de la vie de la nation que de la vie des individus et de la vie totale des individus, de leur vie publique comme de leur vie privée. Et donc on en vient à la conclusion logique en fait que tout totalitarisme est une forme de socialisme, puisque dans toutes les expériences totalitaires, et encore celles qui existent aujourd'hui, c'est l'État qui s'occupe de la vie privée et qui nie l'existence même de la vie privée. Alors, tout au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs interprétations du fascisme. Alors, pour certains, ça a été un simple accident de l'histoire. C'est un peu la thèse libérale des historiens libéraux de l'Italie de l'époque. Voilà, il y a eu un déraillement de l'histoire, une dictature un peu ubuesque, et puis en 1945, on a repris le chemin de la démocratie libérale. Il y a bien sûr la thèse marxiste, qui s'est imposée là aussi dès l'époque, qui a présenté le fascisme comme l'expression de la crise du capitalisme et une réaction anti-prolétarienne de la bourgeoisie italienne qui a utilisé ces espèces de fous furieux pour défendre ses intérêts. Alors, c'est une thèse qui est dominante encore aujourd'hui, largement, dans les esprits en tout cas, même si l'historiographie a bien sûr remis en cause tout cela. Hein. Enfin, dans l'esprit, ça reste quand même un mouvement, si vous voulez, d'extrême droite, pour faire clair. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, une hégémonie culturelle de la gauche, en Italie comme en France, et qui a imposé sa grille de lecture de ce qu'était le fascisme, qui l'a imposé dans le monde universitaire, qui l'a imposé dans le monde journalistique, et qui a touché pratiquement tout le monde, même des gens qui n'étaient pas forcément de gauche, mais ont intégré l'idée que le fascisme, c'est une réaction, c'est un mouvement réactionnaire d'extrême droite qui a partie liée avec la bourgeoisie. Or, dire cela, c'est ne rien comprendre au fascisme, puisque depuis le début et jusqu'à la fin, chez de très nombreux fascistes, et chez le premier d'entre eux, c'est très très net, Mussolini, il y a une haine de la bourgeoisie, une haine de ce qu'est le monde bourgeois, de ce que sont les valeurs bourgeoises, la morale bourgeoise, qui a irrigué tout le mouvement du début jusqu'à la fin. Et puis, il y a une autre interprétation, alors qui est peu étudiée, mais il faut en dire un mot, parce que moi, je m'inscris dans cette interprétation. C'est l'interprétation plus ou moins catholique qui présente le fascisme comme le fruit de la déchristianisation des sociétés européennes, de la sécularisation des sociétés européennes, et qui
a pris la place, en quelque sorte, de la religion traditionnelle et s'est insinué dans la religion, dans le monde religieux qui reculait et qui a pris la place de la religion catholique comme étant une religion politique et qui a offert de nouvelles idoles à adorer. Et je pense à un philosophe qui est très peu connu en France, qui est Augusto Del Noce, qui a très tôt, dans les années 50, analysé, comme je viens de le faire, le fascisme, en mettant en avant les origines socialistes de Mussolini et le caractère véritablement révolutionnaire. Alors pas révolutionnaire au sens marxiste où c'est un peu dans une démarche eschatologique où on attend le paradis sur terre. Le fascisme n'a jamais promis ce genre de choses, mais révolutionnaire, nous allons le voir pour les raisons de création de l'homme nouveau. Et puis, dès l'époque, il faut relire tous les textes qui ont été émis par le Saint-Siège, qui ont été émis par la papauté, les encycliques de Pie XI, qui ont, dès l'époque, très bien analysé ce qu'était le fascisme, c'est-à-dire un hyper-nationalisme qui n'a plus rien à voir avec le saint patriotisme, santé, saint, le saint patriotisme que la papauté évidemment reconnaît totalement, que l'Église reconnaît totalement, et puis la description du fascisme comme une statolatrie, comme une adoration de l'État qui s'empare des individus. Et ce courant catholique a très bien vu, très vite, les liens avec les Lumières et la Révolution française. Alors, le fascisme a longtemps été tabou en Italie. Il a été très difficile d'avoir des analyses historiques, raisonnées, dépassionnées du fascisme, jusqu'à l'arrivée des travaux de Renzo De Felice, qui a été vraiment le grand historien, qui a complètement renouvelé notre approche du fascisme, en le décrivant comme un mouvement révolutionnaire, qui vraiment mettait en pièces la thèse dominante des marxistes, et qui a été couvert d'injures. Aujourd'hui, il est présenté à juste droit comme un grand historien du fascisme, mais dans les années 60-70, il était couvert d'injures par la gauche, parce qu'il était carrément hérétique. Ça n'a pas changé, hein. Il y a encore un courant qui parle du révisionnisme, hein, de Renzo De Felice, mais c'est quand même assez minoritaire. Dans les années 50, donc on n'en parle pas, et il domine en Italie ce qu'on appelle la thèse du bon italien, des Italiens brava gente, des Italiens braves gens. C'est-à-dire qu'on faisait la différence entre le fascisme, qui n'avait quand même pas été terrible, les Italiens qui s'étaient comportés honorablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela servait évidemment à faire la différence, évidemment, avec l'aurore du nazisme. Bon, aujourd'hui, on est tombé dans un excès inverse. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'historiographie aujourd'hui, en Italie comme en France, qui présente le fascisme, mais vraiment comme quelque chose d'apocalyptique. C'est-à-dire, au train où on va, bientôt, ça sera pire que le nazisme. Alors, ce sont deux thèses, en fait, totalement excessives, l'une et l'autre. Le fascisme a été un mouvement révolutionnaire, donc il a été violent, et il n'est pas question, évidemment, de nier ces violences. Elles ont été présentes en Italie et surtout, je le dirais, à l'extérieur. Mais évidemment, il faut garder une graduation, il faut garder une échelle. On ne peut pas mettre sur le même plan ce qu'a été le nazisme et ce qu'a été le fascisme. Je suis en train de travailler sur les hiérarques du régime, sur les grands du régime, qui est les compagnons de Mussolini, et je suis désolé, mais il n'y a pas d'Himmler, il n'y a pas l'équivalent d'Himmler, il n'y a pas l'équivalent d'Heydrich dans le premier cercle du pouvoir fasciste. Donc voilà, je tenais quand même à faire ces précisions dans cette grande introduction, et puis revenir sur une des erreurs contre laquelle je me dresse dans le livre, qui est celle qui est, à mon sens, commise par le grand historien Zev Sternel, qui a toujours eu tendance à présenter, sa thèse est connue, le fascisme comme un mouvement anti-lumière, comme l'expression même des mouvements anti-lumière. Alors, à mon sens, bien sûr, il se trompe. D'abord parce qu'il a tendance à trouver
l'origine du fascisme dans la France du XIXe siècle, alors que c'est un mouvement spécifiquement italien. Le lien avec la Révolution française ne doit surtout pas faire oublier que c'est un mouvement qui est né en Italie, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, il faut bien sûr rappeler que c'est un mouvement qui est lié aux Lumières. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie fracture, elle ne passe pas entre les Lumières et les anti-Lumières. Elle passe entre ceux qui croient en la nature de l'homme et à la nature inaliénable de l'homme, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas modifier, et ceux qui n'y croient pas, et ceux qui pensent qu'on peut faire ce qu'on veut avec la nature humaine. Et donc, le fascisme a voulu modifier la nature humaine, donc il ne croit pas à la nature humaine, et donc c'est un mouvement qui est lié à la philosophie des Lumières. Voilà, donc je commence un premier point sur le fascisme qui est révolutionnaire par ses origines. Et donc, effectivement, sa première origine, à mon sens, et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est évidemment le lien avec les Lumières. Pourquoi ? Parce que les Lumières constituent la première révolution anthropologique de l'histoire, car la philosophie des Lumières a coupé l'homme de ses origines divines, a refusé de voir en l'homme une créature de Dieu, et de ce fait, à partir de ce moment-là, l'homme est devenu une sorte de pâte à modeler, si j'ose dire, avec laquelle on pouvait faire ce que l'on voulait. Il y a une logique donc dans les Lumières de remodelage, de pétrissage de l'esprit humain, et qui s'exprime très clairement dans les Lumières et qui s'exprime très clairement dans le fascisme. On fera une place particulière à Rousseau, à ce bon Jean-Jacques, dans les liens, dans les origines du mouvement fasciste. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vous cite une phrase. Vous lisez le contrat social, vous avez tout compris. Là, c'est la meilleure introduction que l'on peut faire au régime fasciste. Pourquoi ? Parce que Rousseau dit « Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer la nature humaine. » Voilà. Créer un peuple et donc changer la nature humaine. Vous avez là la définition des totalitarismes et la définition de ce qu'a été le fascisme. Les origines rousseauistes du fascisme sont très claires dans l'idée de la souveraineté populaire. Le fascisme croit à la souveraineté populaire. Ce n'est pas l'origine divine du pouvoir, c'est la souveraineté populaire. Mais ce n'est pas la souveraineté dans le système représentatif. Ce n'est pas la souveraineté telle comme on l'a dans le système parlementaire classique libéral. Non, c'est l'idée de la volonté générale du peuple qui fait un et qui est modelé par l'État. Rousseau est à l'origine du rôle fondamental qui est accordé à l'État dans la création d'un homme nouveau. L'État fabrique chez Rousseau les citoyens modèles, il les rassemble dans une communauté totalement unie et au sein d'une religion civile. Il y a la fusion entre la politique et la religion chez Rousseau. C'est pour ça que c'est un grand admirateur de l'islam, comme d'ailleurs l'a été aussi un bon nombre de fascismes. Vous avez chez Mussolini, chez Rousseau, lapsus, vous avez chez Rousseau la haine du cosmopolitisme, que l'on a de manière très très forte dans le fascisme. Le cosmopolitisme, c'est le sentiment des riches. Le patriotisme, c'est l'apanage du peuple. Il y a chez Rousseau une adoration de Sparte, une adoration de Rome, c'est-à-dire ces États très, très durs, fondés sur le travail, la frugalité, là où rien ne vient distraire les hommes de leur devoir patriotique. Il y a chez lui, en fait, une apologie de la contrainte. Et cette apologie de la contrainte, eh bien, on la trouve très nettement chez Mussolini. Il y a bien sûr ensuite la Révolution française, bien évidemment. Alors ça, c'est hérétique, évidemment, de lier le fascisme à la Révolution française, parce que le fascisme s'est toujours proclamé lui-même anti-89. Donc, on peut considérer qu'évidemment, c'est une idée qui est complètement hérétique. Et puis, bien sûr, comme chacun sait, la Révolution française est à l'origine des droits de l'homme, de la démocratie libérale, etc. Et le fascisme en est l'opposé exact. Oui, mais la Révolution française, elle a deux héritages. Il y a l'héritage libéral, c'est incontestable, mais il y a aussi l'héritage de la contrainte. Il y a l'héritage jacobin de la Révolution française. Et c'est là où on trouve le lien avec le fascisme. La souveraineté populaire,
le culte fervent de la patrie, cette conception un peu fantasmagorique du peuple un, la nécessité d'unir le peuple, de l'épurer, ce refus de faire la différence entre guerre intérieure et guerre extérieure. Ça, c'est typique de la Révolution française, c'est typique du fascisme. Car dans le fascisme, la population est soumise à un état de tension permanent, où la guerre est toujours là, où on les prépare à la guerre. Il y a la guerre contre l'ennemi intérieur et la guerre contre l'ennemi extérieur. Il y a bien sûr la glorification de Sparte. Il y a la nature religieuse de l'idée de république. Seulement, sous la Révolution française, il n'y a pas le guide. Parce que la Révolution française exécrait tellement le pouvoir exécutif qu'elle a créé une tyrannie du législatif. Or, le fascisme, il va résoudre cette contradiction en reprenant l'héritage jacobin de la Révolution française, mais en faisant une tyrannie avec un tyran. Mussolini a dit, c'est très clair, en 1932, le fascisme n'a pas élu Joseph de Maistre comme prophète. C'est quand même très très clair. Alors après, je veux bien qu'on explique que c'est un mouvement contre-révolutionnaire, mais enfin, quand on dit que Joseph de Maistre n'est pas le prophète du fascisme, moi, ça me paraît quand même très très clair. Et puis ensuite, la révolution, elle est passée en Italie, du fait des guerres de la République, du fait de l'invasion napoléonienne. On y a introduit, c'est nous qui avons emmené toutes ces beautés partout, et on y a introduit l'idée de nation. Et c'est de là que surgit le Risorgimento, et on ne comprend rien au fascisme si on oublie cela. C'est pour ça que c'est un mouvement italien. Parce que le fascisme, il est issu du Risorgimento, c'est-à-dire le mouvement de l'unité de l'Italie, et qui est un mouvement qui a uni nation et révolution. Car l'unité de l'Italie s'est faite au nom de l'existence d'un peuple italien, bien sûr, et a entraîné la disparition des États préunitaires qui existaient avant l'unité, qui ont été renversés par des mouvements révolutionnaires. Et donc, on a cette association entre révolution et nation. Et là, je viens de donner une définition, une caractéristique majeure du fascisme. Et cette unité, elle a été jugée dès le XIXe siècle par plusieurs courants idéologiques comme incomplète, inachevée. Le Risorgimento était à finir. Il fallait finir de faire les Italiens, de les unir. Et le fascisme, l'une des ambitions du fascisme a été justement de terminer le Risorgimento, d'achever l'unité de l'Italie. Et c'est la raison pour laquelle les deux héros qui ont été mis en avant par le régime, c'est Giuseppe Mazzini, qui est moins connu en France, qui est un des grands idéologues du Risorgimento, et l'autre qui est plus connu, c'est Garibaldi, le révolutionnaire, avec ses chemises rouges, les guerriers de l'unité de l'Italie. Cette figure très républicaine chez Mazzini et très révolutionnaire chez Garibaldi. Et puis, il y a bien sûr le parcours lui-même de Mussolini. Mussolini, il est né dans une région qui s'appelle la Romagne, qui a été et qui est encore aujourd'hui une région à gauche. C'est-à-dire que quand vous regardez la géographie électorale du fascisme, c'est très très net, les régions les plus communistes ont été les régions les plus fascistes. Révolutionnaires, rouges, fin 19e, début 20e, fascistes juste avant le régime et pendant le régime, et après, elles sont redevenues des régions rouges. Je pense à l'Émilie, je pense à la Romagne, je pense à la Toscane. Donc, il vient d'un milieu de gauche, il a été révolutionnaire, socialiste, il a été membre du Parti socialiste, dans les courants les plus extrémistes. Il a toujours détesté les réformistes, les tièdes. Ça a toujours été sa grande caractéristique. Il a dirigé l'Avanti, qui était le grand journal du parti. C'était déjà à l'époque l'idole des jeunes. Il avait déjà ce charisme très très fort qui s'exprimait auprès des jeunes militants du parti. Il est marxiste, mais bon... Oui, il est marxiste parce qu'il est révolutionnaire, mais surtout, lui, sa constance, il est d'ailleurs plus que par Marx, il est influencé par Nietzsche, par l'idée du surhomme, par l'idée de l'élite. Et sa cohérence, elle est dans cette volonté de faire un homme nouveau. Très très vite, dans sa correspondance, dans ses articles, il exprime cette idée que faire les Italiens, refaire les Italiens, c'est une mission absolument superbe. Et c'est là sa cohérence.
C'est-à-dire que quand il est marxiste ou quand il est fasciste, en fait, il a toujours cherché à remodeler l'âme des Italiens. Comment est-il passé de socialiste et à fasciste? Eh bien, évidemment, c'est la guerre. C'est la guerre qui change tout. Et parce qu'il a vu dans la Première Guerre mondiale, dans l'éclatement de la Première Guerre mondiale, la possibilité de faire la révolution. Il a rompu avec ses amis socialistes parce que le PSI est resté un parti neutraliste, un parti favorable au maintien de la neutralité de l'Italie, puisque l'Italie ne rentre en guerre qu'en 1915. Et lui a considéré que ses camarades du parti se trompaient, qu'il fallait que l'Italie entrât en guerre, parce que de cette guerre allait naître une révolution. Et il reprochait à ses amis, il leur disait, à ses amis socialistes, mais vous ne faites ni la révolution, parce que vous êtes devenu un parti de réformistes, un parti compromis, vous ne faites ni la révolution et vous ne faites ni la guerre, alors qu'il faut faire la guerre pour faire la révolution. Et c'est là où se situe la rupture avec le socialisme. Mais le socialisme officiel, il est socialiste. Il reste socialiste. Et Raison de Felice pense qu'il est socialiste jusqu'en 1919 à peu près. Oui, dans le sens socialiste traditionnel, si j'ose dire. Oui, mais en fait, il va toujours rester, à mon sens, socialiste pour les raisons que j'ai dit dans ma longue introduction, c'est-à-dire cette place de l'État et cette volonté de révolutionner l'Italie et de refaire un homme totalement nouveau. Elle est là, la cohérence de Mussolini. Parce que quand il est socialiste ou quand il est fasciste, l'ennemi est toujours le même, le bourgeois. Alors, avant 1915, il parle du prolétariat. Et après 1915, il parle du peuple italien. Donc là, d'accord, ça a changé. Mais l'ennemi, c'est toujours le même. C'est le bourgeois. Il y a chez Mussolini beaucoup de ressentiment social. Je crois que c'est un élément important de la psychologie du personnage. Sa maman l'avait envoyé dans un collège un peu bourgeois, et il avait fréquenté les fils de la bourgeoisie, et puis c'était le fils d'un forgeron, c'était le fils d'un forgeron, donc il avait été un peu pris de haut par ses camarades, et il en était sorti avec une haine même sociale, très très forte, et qui ne l'a jamais quitté. Les propos privés qu'il tient, et même publics qu'il tient, mais jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1945, c'est toujours la même chose, c'est la haine pour la bourgeoisie italienne. À la fin de sa vie, même, il regrettera de ne pas avoir fait une révolution comme le camarade Lénine, c'est-à-dire une révolution beaucoup plus dure contre la bourgeoisie italienne, parce que pour lui, si le régime a échoué et si la guerre est perdue, c'est à cause de la bourgeoisie italienne. Donc, cet aspect socialiste est très important parce que, comme l'a clairement expliqué Hayek dans La route de la servitude, tous ces mouvements ne sont pas sortis d'une réaction au socialisme. Ils sont issus du socialisme. Hein. Le fascisme comme le national-socialisme, comme son nom l'indique d'ailleurs, hein. Ce ne sont pas des réactions antisocialistes, ce sont des courants socialistes qui ne sont pas marxistes, qui sont d'une différente forme. Mais comme le marxisme a fait une OPA sur le socialisme et la révolution, alors on a du mal à comprendre qu'on puisse être socialiste sans être marxiste et révolutionnaire sans être marxiste. Et eux le prouvent. Je passe à mon deuxième point. Le fascisme, il est révolutionnaire par son projet, par le projet qu'il a défendu. Un projet d'une révolution, le premier point, c'est une révolution politique. Voilà. Donc le fascisme, c'est très clair, il a une conviction, le système libéral a échoué, la démocratie libérale a complètement dégénéré et il faut la remplacer par un autre système. Alors un système qui ne nie pas la souveraineté populaire, mais qui rejette son mode de représentation de type libéral. C'est-à-dire que pour eux, l'État n'a pas un rôle d'administrateur. Il doit avoir un rôle, et même, je ne dirais pas, c'est une fonction vitale pour la société d'éducateur, de formateur des Italiens. Juste une anecdote, jusqu'en 1929, il y a un ministère de l'instruction publique. Et en 1929, ce ministère est débaptisé en ministère de l'éducation nationale. C'est évidemment très révélateur. On change complètement de régime. D'abord, on instruit, après, on éduque. Et c'est le rôle de l'État de faire cela. Donc c'est un rôle d'éducateur et c'est même un rôle de formateur des Italiens pour qu'ils forment une seule et même entité. Donc on peut comparer le fascisme à une démocratie totalitaire.
démocratie totalitaire, démocratie parce qu'elle reconnaît la souveraineté populaire, et totalitaire, évidemment, puisqu'on est dans un système de parti unique. C'est-à-dire un État qui est guidé par un chef charismatique, on est dans le type de pouvoir charismatique, et qui encadre les masses, des masses qui sont constamment soumises à un processus d'éducation, de participation, de mobilisation. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est le parti qui doit jouer ce rôle d'encadrement et de mobilisation de la population. Mais le parti n'est qu'un instrument, hein, c'est un point très, très, très important, c'est un point de passage. Hein. Les Italiens vont arriver au fascisme par le parti qui est soumis à l'État. C'est la raison pour laquelle Mussolini ne placera à l'État, sauf exception, que des personnages assez insipides en qui il avait toute confiance, parce qu'il était absolument hors de question que l'État entrât en concurrence avec le parti entra en concurrence avec l'État. C'était bien l'État qui était absolument prédominant. Deuxième point, la révolution sociale. Et c'est là on est au cœur du projet social et économique du fascisme, qui est le corporatisme, qui est un peu l'alpha et l'oméga du fascisme et de sa révolution. Ce projet corporatiste permettait au fascisme de se présenter comme une troisième voie entre capitalisme et communisme. Ça, c'est un aspect qui était très important à l'époque et qui explique le succès et l'intérêt que le fascisme suscitait à l'étranger. Beaucoup de personnes se sont intéressées à l'expérience fasciste, qui était prise très au sérieux à l'époque, parce qu'on est un monde qui est traumatisé par la crise de 29, c'est-à-dire par la faillite du système libéral, du capitalisme libéral, et on est évidemment, des millions de personnes sont terrorisées par le communisme stalinien de l'époque. Et là, le fascisme arrivait et présentait une troisième voie, alors qui en fait ne remettait pas en cause la propriété privée, en aucune façon, ça Mussolini était très clair, tout était très très clair là-dessus, mais qui soumettait l'économie aux directives de l'État et qui mettait fin à la lutte des classes. Ça, c'était un des points très très forts du fascisme, car la lutte des classes, c'est un concept marxiste et qui porte atteinte à l'unité de la nation. Et le système corporatiste permettait de rassembler par catégorie professionnelle aussi bien les travailleurs que les patrons, que le monde du travail et le monde du capital, soumis à l'État, avec la mise à l'écart des syndicats. Et du coup, c'était aussi une manière, pour le fascisme, de se présenter comme un mouvement extrêmement moderne, comme le prolongement de la modernité, parce que cet État corporatif représentait notamment celui qu'il a le plus défendu, qui est Giuseppe Bottai, qui a été le ministre des corporations, comme véritablement la manière de révolutionner la société. Mussolini a confié à un journaliste allemand en 1922, je vous donne la citation, « Nous et les Russes, entendez les soviétiques, sommes contre les libéraux, contre les démocrates, contre les parlements ». C'est-à-dire que lui-même, en fait, mettait en avant des points communs avec l'expérience soviétique, même si, évidemment, il était un anti-bolchevique total, viscéral, primaire, secondaire, tertiaire. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais lui, et surtout les franges les plus radicales du mouvement, aimaient bien faire des comparaisons positives avec le modèle soviétique. Ce qui reprochait en fait souvent au marxisme, c'était son caractère d'anéantissement, son caractère russe et son matérialisme historique, c'est-à-dire l'absence de foi, l'absence d'idéal, ce qui avait contribué à la rupture de Mussolini avec le marxisme. Et puis, dernière révolution, c'est la révolution anthropologique du fascisme. C'est l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui fait du fascisme un mouvement révolutionnaire. Alors cet homme nouveau, quel est-il ? Eh bien, c'est un citoyen, soldat, producteur, c'est un conquérant. Le peuple italien fascisé, c'est un peuple de conquérants, un peuple de dominateurs, qui est toujours prêt à combattre, toujours prêt à obéir, toujours prêt pour la guerre, endurci par la guerre, cruel.
Ce qui mettait Mussolini hors de lui, c'était cette réputation que les Italiens étaient la brava gente, les braves gens qui avaient pitié de l'adversaire. Alors ça, il détestait ça. Pendant la guerre, il envoie des notes assassines au commandant de l'armée dans les Balkans en disant ça suffit, cette réputation des Italiens gentils, ça suffit, il faut être cruel. Il y avait des ordres très clairs d'être cruel contre la population civile dans les Balkans, parce que c'était de cette guerre et de cette cruauté qu'allait surgir cet homme nouveau. Alors bien sûr, le lien avec la romanité, c'est le lien avec le légionnaire, hein, le fascisme, c'est un néo-romain. Alors là aussi, ça a souvent été utilisé comme la preuve du mouvement réactionnaire, parce qu'il trouve son modèle dans l'Antiquité. Mais là aussi, attention, c'est pas une restauration. C'est pas une restauration, c'est une rénovation. C'est une rénovation de l'idée de Rome. C'est une rénovation de l'idée de ce qu'était le citoyen romain, mais transposé au XXe siècle. Alors, bien évidemment, il y a évidemment des parasites, hein, parce que s'il y a l'homme nouveau, il faut épurer. Alors, ces parasites à épurer, ce sont les antifascistes, et, évidemment, quels qu'ils soient, hein, parce qu'on parle toujours de la violence. On parle toujours de la violence fasciste contre la gauche, contre les socialistes dans les années 20 et pendant le régime. Il y a bien sûr aussi la violence contre toutes les structures catholiques, contre le Parti populaire italien, qui était le parti catholique italien, et qui a lui aussi durement souffert des violences des squadristes. Enfin bon, toute forme d'antifascisme. Les célibataires, que Mussolini appelait les déserteurs du lit conjugal, puisque, évidemment, il portait atteinte à l'aspect prolifique du peuple italien, les homosexuels et puis les marginaux. Mussolini aimait bien se présenter comme un artiste. Il utilisait très souvent la métaphore de l'artiste. Les artistes, eux, ils travaillent avec de la matière, du marbre, de la terre, de l'argile, enfin, ce que vous voulez. Et lui, il disait, moi, je travaille avec l'âme humaine. Je suis un artiste et je travaille à transformer l'âme humaine. Et enfin, je finirai, je suis encore dans les temps. Tout à fait. Et enfin, je finirai un troisième point sur le fascisme révolutionnaire par son action. Alors, bon, je ne peux pas évidemment tout décrire, mais je prends juste quelques exemples. L'éducation, le domaine de l'éducation. En bon rousseauiste, les fascistes ont évidemment attaché une très très grande importance à l'action de l'éducation et de l'État. Alors, petite devinette. Qui a dit « J'ai toujours pensé que les enfants étaient une propriété de l'État et que les parents n'en étaient que le dépositaire, que c'était à l'État à recevoir l'enfant du sein de sa mère, qu'il devait s'en emparer comme de son bien le plus précieux, qu'il fallait que l'enfant, en ouvrant les yeux, ne vit que la patrie et que jusqu'à la mort, il ne vit qu'elle. » Antoine Thibaudot. Bravo. Antoine Thibaudot, un député. Vous avez lu un bon livre, hein, ça se voit. Je suis le seul à savoir que c'est Antoine Thibaudot. Donc, un député à la Convention nationale, un révolutionnaire français. Donc, c'est pas du tout Staline, c'est pas du tout Mao, c'est pas du tout Mussolini. Hein. C'est un révolutionnaire. Alors, évidemment, tout ça vient du rousseauisme. C'est Rousseau qui dit dans l'Émile, « Sitôt que l'enfant naît, emparez-vous de lui et ne le quittez plus jusqu'à ce qu'il soit un homme. » Et ce sermon rousseauiste donc, est passé après chez les révolutionnaires français. Alors, vous connaissez sans doute cette très belle phrase d'Antoine Saint-Just, le proche ami de Robespierre, du citoyen Robespierre. « Les enfants appartiennent à leur mère jusqu'à 5 ans, si elle les a nourris, et à la République jusqu'à la mort. » Donc c'est une approche très spartiate, très romaine de l'éducation et qui plaisait extrêmement au fascisme. Que dit Mussolini ? Eh bien, il dit l'individu en l'an 6, car je vous rappelle que c'est le seul régime à avoir modifié le calendrier avec le régime républicain. Donc l'individu en l'an 6 est déjà en un certain sens... De l'ère fasciste. De l'ère fasciste, hein, bien sûr. L'individu en l'an 6 est déjà en un certain sens enlevé à la famille et lui sera rendu par l'État. Donc vous comprenez, c'est très très clair. Ah non, à 6 ans, vous voulez dire alors. Pardon ? L'individu à 6 ans, par l'an 6 de l'ère fasciste.
Je me suis mal compris. L'individu en l'an 6 de l'ère fasciste. Ah. Et il lui sera rendu quelques années plus tard. Dans un discours, Mussolini dit au Sénat, c'est officiel, hein, dire que l'instruction revient à la famille, c'est dire une chose qui est hors de la réalité contemporaine. Discours très actuel. Donc c'est très très clair, hein, pour l'éducation relève de l'État. Et c'est ce qui a entraîné le conflit avec l'Église catholique, hein, parce qu'il y a eu évidemment un conflit sur qui devait éduquer et élever les enfants. Donc eh bien, c'est de là que dérivent eh bien, les structures de jeunesse, hein, je ne vais pas insister, les balilas fascistes, les structures des avant-gardistes pour les adolescents, c'est-à-dire des structures où l'enfant est éduqué, au vrai sens du terme, hein, et où l'enfant est éduqué par l'État qui lui transmet son idéologie contre l'éducation des parents, car la cellule familiale est toujours conçue comme un danger. Tout mouvement totalitaire conçoit la famille, la cellule familiale, le sanctuaire de la famille, comme disait Léon XIII dans une encyclique, comme un danger, puisque l'État, évidemment, ne peut pas faire des enfants ce qu'il veut. Alors cet encadrement général, hein, je ne parle plus là seulement de la jeunesse, il s'est fait par les moyens les plus modernes. Le fascisme est très moderne dans les moyens qu'il emploie, la radio, qui a été vraiment un très grand instrument de l'époque, hein, de propagande, le cinéma, Cinecittà est une invention du fascisme. Le mouvement néo-réaliste n'est pas né après la guerre, hein, mais il a déjà ses racines à l'époque du fascisme. Une politique sociale très en avance, très moderne, notamment à l'égard des femmes. On connaît l'aspect qui est incontestable, très machiste, très viril, du fascisme. Ça, c'est absolument incontestable. Bon. Mais à côté de cela, il y a une vraie volonté de s'occuper des femmes, de prendre soin des femmes. Notamment, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en matière de maternité et de soins. La mortalité infantile était terrible en Italie dans les années 20, et il y a eu de vrais progrès de médecine et d'hôpitaux pour permettre aux femmes italiennes d'accoucher dans de bonnes conditions. Alors le rôle du parti, bon, j'en ai parlé avec l'encadrement. Et puis les loisirs. L'État prend en compte les loisirs, c'est-à-dire qu'il s'occupe des enfants, mais il s'occupe aussi des adultes. Il y a une structure qu'on appelle il dopolavoro, l'après-travail, une structure publique qui prend en charge les loisirs des Italiens. Il y a un aspect moral dans le fascisme, de défense des valeurs traditionnelles, de ce qui apparaît comme des valeurs traditionnelles. J'en ai parlé, la lutte contre les célibataires, la lutte en faveur de la fécondité, la répression contre les homosexuels, la taxe sur les célibataires. Bon, tout ça est connu. Alors souvent, c'est utilisé pour mettre en avant le caractère réactionnaire et la collusion du fascisme avec l'Église catholique. C'est la preuve du cathofascisme, ou du facho-catholicisme, comme vous préférez, parce que c'est incontestable. Cette politique de défense de la moralité a plu à l'Église catholique. Ça, c'est incontestable. Mais Mussolini, qui est un anticlérical convaincu, n'a jamais cherché à faire plaisir au curé. Jamais. Et encore moins au pape. En fait, cet aspect moral du fascisme, il est lié au projet d'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme fasciste soit pur. Il faut qu'il y ait une veine de pureté. Et on a exactement la même chose à l'époque dans l'URSS stalinienne. Le seul moment où l'avortement a été pénalisé en Union soviétique, c'est à la période stalinienne, c'est dans les années 30. À l'époque où le totalitarisme soviétique est le plus dur et le plus fort. Ce n'est pas du tout un hasard. Ou alors, on considère qu'il y a au Kremlin des curés en soutane qui cherchent à influencer l'ancien séminariste qui était le camarade Staline. Mais personnellement, je ne le crois pas. C'est bien plutôt dans la réalité de l'homme nouveau, de cette volonté de pureté, qu'on comprend cette politique morale du fascisme. Et puis, je finirai sur l'encadrement par les lois répressives. Bien sûr, le fascisme a été un mouvement violent. Alors, une violence très forte qui s'est exprimée à l'époque du squadrisme,
c'est-à-dire avant la prise du pouvoir, lorsque les squadres, c'est-à-dire ces groupes paramilitaires de chemises noires, ont mis une partie de l'Italie à feu et à sang. Et ça, c'est la violence la plus connue. Une fois au pouvoir, le régime, en fait, s'est adouci. Il n'y a pas de répression de grande échelle en Italie. La violence, elle s'est exprimée à l'extérieur, dans les colonies, en Libye, en Éthiopie, surtout après la guerre d'Éthiopie, où la violence a été extrêmement forte, et dans les Balkans, comme je le disais tout à l'heure, avec les instructions qui avaient été données par Mussolini. Donc la cruauté fasciste s'est exprimée avant tout à l'extérieur. Elle revient en Italie pendant la période de la République de Salo, pendant la République sociale italienne, entre 1943 et 1945, lorsque le fascisme est réduit à l'état croupion, à l'état satellite du Nord, où là, comme tous les totalitarismes, le fascisme se retourne contre son propre peuple, parce que les fascistes ont considéré qu'en 1943, lorsque le régime s'est écroulé, que les Italiens ont applaudi des deux mains, eh bien, le peuple italien avait trahi, et le peuple italien avait été indigne du fascisme. Et donc les répressions se sont décuplées, se sont renforcées contre le peuple italien, ce qui n'était pas, à grande échelle j'entends, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc pendant les 20 ans du fascisme, pendant ce qu'on appelle le ventennio, il y a eu bien sûr une police politique, qu'on appelait l'Ovra, alors qui surveillait, qui arrêtait. Il y avait un tribunal spécial qui jugeait les crimes d'esprit, les crimes d'opinion. C'est incontestable, mais vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez pas l'équivalent de Dachau, vous ne trouverez encore moins l'équivalent d'Auschwitz, vous ne trouverez pas l'équivalent du Goulag en Italie. La peine la plus forte qui était donnée, c'est ce qu'on appelait le confino, c'est-à-dire l'envoi, la relégation, voilà, l'envoi du condamné dans les régions les plus hostiles. Et à l'époque, il y en avait de l'Italie, la Sicile, les îles Lipari, les Pouilles, la Sardaigne, la Calabre, voilà, ces régions, voilà, où le condamné était en fait en résidence surveillée, tout simplement. Donc il était envoyé, c'était pas marrant, évidemment, c'était quand même dur, mais il faisait sa peine de prison, il pouvait recevoir des colis de sa famille, et après il pouvait revenir. Alors il y avait une sorte de mort sociale. Sa peine de relégation, pas sa peine de prison. De relégation, pardon, j'ai dit prison. Excusez-moi. Non, il n'était pas en prison, il était en résidence surveillée. Donc sa peine de relégation finie, il pouvait rentrer chez lui. Alors certes, c'était difficile de trouver un emploi, trouver un travail, c'est évident, mais voilà. Donc pour reprendre une expression de mon ami Stéphane Courtois, je dirais que c'est un totalitarisme de basse intensité. C'est un totalitarisme, mais de basse intensité, qui n'a pas été violent, qui n'a pas été cruel. Et d'ailleurs, Hannah Arendt ne plaçait pas le fascisme dans les totalitarismes à cause de cette absence de violence d'État, de violence de masse, qui pour elle était la principale caractéristique d'un système totalitaire. Or, en fait, c'était une erreur. Il est totalitaire, comme je l'ai dit au début, parce qu'il est révolutionnaire. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a, et je terminerai là-dessus, il y a un crescendo dans le fascisme. C'est-à-dire que le régime se fait de plus en plus dur. Dans les années 20, c'est encore un régime en construction, c'est encore une dictature en construction. Il faut attendre 1926 pour que la dictature soit pleinement établie. 22, il est nommé Premier ministre, 26, il est dictateur, il y a 4 ans. Hitler, il en 3 mois, c'est plié. Là, donc ça a été une mise en place progressive. Et puis on a eu des sauts dans la pression du totalitarisme. En 1929, en 1936, en 1938, là on voit un totalitarisme qui est de plus en plus dur. Et à partir de 1938, on le sent très bien, par exemple, avec ce qu'on appelle le tournant racial et antisémite du régime. Jusque-là, le fascisme n'était pas antisémite, n'avait pas d'expression antisémite. Et pour cause. Vous pensez peut-être à l'approche... Margherita Sarfati. La très très proche collaboratrice, si vous voyez ce que je veux dire, de Mussolini et Margherita Sarfati, qui l'a influencé politiquement. Ouais. Mais il y avait beaucoup d'Italiens juifs au PNF, qui étaient militants du PNF. Et donc quand les lois d'exclusion sont prises en 1938, ça leur tombe dessus, ils ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Et donc il y a ce tournant. Alors on y a vu bien sûr une influence de l'Allemagne, on ne peut pas le nier.
On est en 1938, c'est le moment où l'alliance avec Hitler s'accélère. Donc, incontestablement, il y a une influence, mais pas besoin d'aller chercher non plus à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que cet antisémitisme, il fait partie de la construction de l'homme nouveau. Il faut épurer le corps social et national italien. Donc, il y a toujours des éléments à épurer. Et maintenant, c'est la communauté juive italienne. Et puis, bien sûr, il y a aussi les racines socialistes du fascisme, ce qui relie le fascisme à la haine de la bourgeoisie. Et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, toute la propagande des plus virulents du régime, une propagande vraiment très violemment antisémite, le relie toujours, cet antisémitisme, à la haine de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait l'antisémitisme de gauche que l'on avait dans les mouvements socialistes dès le 19e siècle. Mais comme les choses sont toujours complexes avec le fascisme, pendant la guerre, les Juifs italiens ont été protégés. Mussolini a constamment refusé de livrer les Juifs, aussi bien italiens que les Juifs dans la zone d'occupation en France, que les Juifs dans les zones d'occupation dans les Balkans, malgré les pressions énormes que les nazis faisaient pour les obtenir. Parfois, il était prêt à céder, et puis son entourage, les diplomates, arrivaient à le convaincre de ne pas le faire. Ce n'était pas tellement par sentiment d'humanité, hein, pas forcément, mais c'était surtout une volonté d'affirmer l'indépendance de l'Italie par rapport à l'Allemagne, qui avait un peu tendance à considérer l'Italie fasciste un peu comme son satellite, ce qu'elle était d'ailleurs en train de devenir. Et donc, les rafles en Italie ont eu lieu après la chute du régime, après 1943, sauf dans la République de Salo, où là, on a un antisémitisme qui est beaucoup plus violent, qui est même meurtrier, et qui est commis par les fascistes les plus radicaux. Mais ne pas oublier, et à promis c'est le mot de la fin, que la République de Salo de 1943-1945, c'est vraiment le fascisme véritable. C'est le fascisme qui est revenu enfin à ce qu'il était, c'est-à-dire républicain. Parce que pendant le régime, c'est une monarchie, l'Italie. Hein. Il y a dû avoir un compromis avec le roi. Et d'ailleurs, c'est la monarchie, je vous rappelle, c'est le roi qui le nomme, c'est le roi qui le vire. La monarchie a joué son rôle de protection de l'État. Mais à partir de 1943, dans le Nord, il n'y a plus le roi. Et le fascisme est républicain, jacobin, garibaldien, socialiste. Et il ouvre totalement les portes de sa violence en se retournant contre son peuple. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, en grande partie, cette expérience échoue et que les Italiens le rejettent. Les Italiens ont-ils été fascistes ? C'est une grande discussion entre historiens. Très probablement pas. En tout cas, ils ont été mussoliniens. Ça c'est incontestable. Et on le voit encore aujourd'hui avec l'image un peu ambiguë que Mussolini a en Italie. Voilà, je m'arrête, j'ai tenu mes 3 quarts d'heure. Alors, Frédéric Lemoal, merci pour cette belle introduction à l'histoire du fascisme, qui peut vous suffire peut-être pour comprendre qu'on nous ment quand on nous présente le fascisme comme un mouvement de droite anti-révolutionnaire. Mais j'insiste sur le fait que vous devez lire ce livre, Histoire du fascisme, qui développe abondamment et en détail, mais de manière passionnante, l'histoire du fascisme depuis son origine jusqu'à sa fin, et qui se lit comme un roman historique véridique. Alors, nous allons commencer le débat. J'ai 2 ou 3 petites questions. Déjà d'abord, évidemment, un débat phonétique à engager avec Frédéric Lemoal, c'est que je vois à quoi vous faites allusion. La gauche antifasciste prononce à l'italienne fascisme. Et quand on n'est pas de gauche, on doit dire, à mon humble avis, fasciste. En français, on dit le tas, c'est pas il tasso. Léonard de Vinci, pas Léonardo da Vinci. Rome et pas Romain, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune raison de dire fasciste. Donc vous êtes de gauche. Alors, vous avez parlé de mes origines bretonnes. Je ne peux pas le nier avec le nom que je porte. Mais ma maman étant d'origine italienne,
Je prononce à l'italienne fascisme. Ah, d'accord. Vous avez une excuse alors. Bon, plus sérieusement. Alors, je vais introduire un débat beaucoup plus sérieux et important sur la question du totalitarisme. Alors, je vais vous surprendre parce que je crois que je suis le seul à défendre cette idée. Mais je crois que le totalitarisme est un concept à la fois inutile et trompeur. Alors, vous l'expliquez très bien dans votre livre Histoire du fascisme, Frédéric Lemalle, le terme de totalitarisme, adjectif totalitariste, a été utilisé d'abord par les ennemis du fascisme, puis par les dirigeants fascistes eux-mêmes, du moins certains d'entre eux, notamment par le grand philosophe du fascisme qui était Giovanni Gentile, qui est, je crois, qui a servi de nègre à Mussolini pour l'article de l'encyclopédie italienne sur la doctrine du fascisme. Oui, en grande partie. Oui. En partie. Il a été relu et corrigé par Mussolini, mais en grande partie. Oui. Alors, ce terme a été un terme de propagande contre et pour le fascisme. Et alors, après la Seconde Guerre mondiale, le terme a été exploité de manière tendancieuse par Hannah Arendt, pour moi dans un but de mystification, que j'explique dans un article que vous trouverez sur mon site lesquin.fr, ou sur notre site netlib.fr, à propos du socialisme national de Hitler, et qui s'intitule « Hitler était socialiste ». En effet, comme la propagande antifasciste et anti-hitlérienne posait en principe que le fascisme ou l'hitlérisme était de droite, si on avait dit qu'ils étaient socialistes, on n'aurait pas pu continuer à dire qu'ils étaient de droite. Donc on a utilisé le terme totalitarisme pour dire oui, beaucoup de points communs entre Hitler et Staline, entre l'Allemagne hitlérienne et l'URSS, l'Union soviétique, et également, dans une certaine mesure, avec l'Italie de Mussolini. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme ? C'est le socialisme intégral. D'ailleurs, Frédéric Lemalle, vous en êtes arrivé à cette conclusion, vous avez dit, mais au fond, il était totalitaire, donc il était socialiste. Évidemment, mais c'est pas, le totalitarisme ne peut pas être défini autrement que comme le socialisme intégral. Et on avait déjà le mot socialiste, le mot collectiviste, le mot étatiste. Donc je soutiens, moi, que le terme totalitariste ou totalitarisme n'ajoute rien sur le plan conceptuel à la philosophie politique et sert à la propagande, justement, antifasciste, ou plutôt la propagande qui consiste à présenter le fascisme comme un mouvement de droite, à occulter sa nature socialiste. Alors, ça peut être utilisé, je ne nie pas, ça peut être utilisé à ce dessein. Très franchement, je pense qu'aujourd'hui, dans l'historiographie actuelle, ce n'est pas le cas. Puisque, voilà, même si on peut avoir du mal à admettre le caractère de gauche du fascisme, et son lien avec le socialisme. Voilà, on ne cherche pas à nier dans l'historiographie cet aspect. Pardon, je ne parlais pas de l'historiographie, je parlais de la propagande politique. Hein. Oui, d'accord, voilà, tout à fait. Mais voilà, mais ça c'est incontestable. Voilà. Moi, en tant qu'historien, voilà, je me place plus de ce côté. Voilà, moi, je tiens au terme totalitarisme parce qu'il est quand même très pratique pour différencier ces régimes des simples régimes autoritaires. Ce sont il sert à désigner des régimes, alors certes, qui ont disparu et qui ne réapparaîtront pas, parce qu'ils sont issus, comme je l'ai dit, d'un contexte historique. Mais il est quand même très pratique parce qu'il désigne une contrainte totale de l'État sur les individus, et il est lié à un projet d'homme nouveau. Et si tous ces régimes ont disparu et leur idéologie ont disparu, ce projet de nouveau, il n'a pas disparu. Il reste la Corée du Nord quand même. Hein. Il reste la Corée du Nord, je suis d'accord. Et donc ce projet d'homme nouveau, il existe toujours. C'est une tentation en fait qui a existé avant le XXe siècle et qui continue à exister. Cette volonté de tripatouiller, si vous me permettez l'expression, l'âme et le corps des individus. Et cette œuvre nécessite toujours une contrainte de l'État. Donc ce concept de totalitarisme, il est quand même extrêmement utile pour décrire une réalité
Ouais, qui s'appelle autrement le socialisme. Enfin, passons. Mais, oui, voilà, sur le fond, voilà. je suis d'accord, puisque le socialisme a par définition la Ouais, volonté de transformer l'individu. Le socialisme pur, c'est le totalitarisme. Ouais, d'accord. Oui. Et le collectivisme, ça veut dire aussi la même chose. L'étatisme aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc, franchement, bon. Bon, écoutez, je donne la parole à la salle. Qui veut intervenir? Pardon? Il faut faire passer le micro. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'aimerais que vous puissiez redéfinir un terme qui me permettrait de mieux comprendre le lien entre fascisme et socialisme, étant donné qu'on a souvent cette image un petit peu marxisme du socialisme, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que le socialisme, c'est la suppression de la propriété privée. Et du coup, j'aimerais que vous redéfinissiez ce terme pour mieux appréhender le lien entre le fascisme et le socialisme. Également, j'ai une autre petite question. Pouvez-vous expliciter le lien en fait entre le futurisme et le fascisme, et en quoi justement ça sert un petit peu votre propos du fascisme comme étant une continuation de l'homme nouveau. Tout à fait. Également, j'ai une troisième question assez rapide, un petit peu en lien avec l'actualité. Finissez, non, je note. Oui. C'est, est-ce qu'on peut considérer que ce qui se passe depuis quelques années en France, avec la loi qui a permis le Pacs, ensuite la loi qui a permis l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, et ensuite du coup peut-être la PMA et sans doute la GPA, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de volonté de créer un homme nouveau, et donc qu'actuellement il y a une forme de néofascisme commis par le gouvernement d'une certaine manière? Tout à fait. Ok. Alors, oui, c'est bon. C'est bon. Alors, le socialisme. Alors, on faudra faire une autre conférence en fait pour définir ce qu'est le socialisme. Donc, je vais absolument pas m'y lancer. Le socialisme, c'est, je dirais, la résolution de la question sociale. Et le fascisme a proposé une résolution de la question sociale, de la pauvreté, de l'échec du capitalisme, comme je l'ai expliqué avec le projet corporatisme. Le socialisme, c'est la volonté de l'égalité. Alors certes, le fascisme est contre l'égalité, mais contre l'égalité entre les nations. Il y a cette volonté de fusion des classes au sein du fascisme. Et puis le socialisme, c'est l'État. Et c'est la volonté de créer, comme vous l'avez dit, de créer un homme nouveau. Donc, c'est en cela qu'il se rattache au fascisme, que le fascisme se rattache au socialisme. Alors le futurisme, oui, a influencé le fascisme. Mussolini n'a jamais été futuriste, mais on retrouve des aspects du futurisme dans l'idée de la violence purificatrice, du renversement de l'ancien monde, le culte du progrès, le culte de la machine, le culte de la vitesse. Ça, c'est très présent dans le fascisme. Mais il y a une différence, et c'est la différence sur la politique morale, sur les mœurs. Le futurisme est très libertaire. On retrouve cet aspect dans l'expérience de Fiume, dont je n'ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre, de l'expérience de Fiume avec Gabriele D'Annunzio, où là les mœurs étaient très très libres. Et ça on retrouve un peu dans les mouvements 68 arts de la deuxième moitié du XXe siècle. Là le fascisme, comme je l'ai expliqué, est très puritain. Donc il y a ce rejet de... Alors, là aussi, ça fait toujours partie des contradictions. Oui, mais ça fait toujours partie des contradictions. C'est-à-dire qu'il était effectivement pas puritain dans sa vie privée, c'est le mot qu'on puisse dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il disait aussi les Italiens m'intéressent de la ceinture à la tête. Mais il y a quand même cette politique très répressive sur les déviances. Bref, voilà. Et donc il y a cette politique très répressive sur toutes les déviances morales.
Donc ça n'a aucun lien avec le futurisme. Et puis alors aujourd'hui, moi, je récuse totalement l'idée de néofascisme, de crypto-fascisme. Le fascisme est mort, a disparu. Il faut trouver, il y a d'autres mouvements aujourd'hui, il faut trouver d'autres termes. Alors, il y a le populisme, mais là aussi, le populisme n'est pas révolutionnaire. Enfin, les mouvements populistes ne cherchent pas à créer un homme nouveau, ne sont pas révolutionnaires. Ils cherchent au contraire à protéger. Ils sont même très attachés, ils ont même des côtés très libéraux économiquement pour certains, d'autres non. Mais c'est assez complexe. Donc, je récuse toute cette expression de néofascisme, ils reviennent, etc. Tout ça, non. Par contre, oui, il y a toujours cette tentation de l'homme nouveau, d'arriver à une nouvelle nature humaine, que au gré des modes, on peut transformer l'âme et le corps humain. Donc nous avons aujourd'hui, c'est vrai, oui, les théories du genre, le transhumanisme, l'ouverture généralisée des frontières, les hommes hors sol. Oui, effectivement, oui, il y a ces volontés, avec toujours cette idée que l'on a effectivement dans tous les totalitarismes, et ce qui les rattache au socialisme, c'est les notions d'égalité. On veut toujours arriver à une forme d'égalité. Chaque époque a eu son combat pour l'égalité, nous en connaissons un aujourd'hui, et cette égalité, eh bien, elle entraîne forcément une contrainte sur les esprits, sur les jeunes esprits, et une contrainte exercée par l'État et la puissance publique. Oui, je voulais, si vous permettez, je voulais rappeler les bons côtés. Il y a pas mal de bons côtés dans le régime mussolinien. Je parle surtout des années 20 et du début des années 30. Et notamment, je voulais souligner que, et ce que je vais dire ne plaît pas à certains ecclésiastiques qui n'aiment pas que je rappelle ce que je vais dire, mais les accords du Latran datent de 1929. C'est grâce à Mussolini que le pape a un État indépendant, qu'il bat monnaie et qu'il est souverain, et c'est absolument grâce à Mussolini. Et ça, évidemment, il y en a qui n'aiment pas qu'on rappelle ça. Et puis alors, deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur le plan économique, Mussolini coïncide avec la dépression de 1929 et qu'on connaît, et en fait, il engage une politique de grands travaux, comme a fait Roosevelt aux États-Unis, comme a fait Hitler avec les autoroutes notamment, et ça, c'est à l'actif de ce mouvement. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Alors l'historien ne raisonne pas en termes positifs ou négatifs, parce qu'on arrive facilement dans le jugement de valeur. Mais vous avez entièrement raison, dans le sens où la politique de grands travaux rapproche le fascisme du New Deal. Et j'ai parlé de Giuseppe Bottai, le ministre des Corporations, qui ne cachait pas l'admiration qu'il avait pour Roosevelt et pour le New Deal. C'est-à-dire que le fascisme trouve sa place dans toutes ces solutions qui sont recherchées à l'époque, de substitution à l'écroulement du capitalisme libéral à cause de la crise de 29, et de la substitution de l'État au marché défaillant. Il fait partie effectivement de cette grande famille, ça c'est absolument incontestable, et qui a laissé aux Italiens, c'est vrai, un souvenir, pour reprendre votre expression, dans le sens positif, parce qu'il y a eu, oui, une modernisation du pays qu'il ne faut pas exagérer, mais il y a eu la politique de grands travaux, c'est certain. Là, c'est très célèbre, l'assèchement des marais pontins. Ça, c'est une bonification des terres. C'est absolument incontestable. Il ne faut pas non plus exagérer le succès. Je vous renvoie par exemple à la série des Don Camillo en film, les premiers, qui sont tournés juste après la guerre et qui nous décrivent une paysannerie pourtant dans le nord, hein, on est dans le nord de l'Italie, qui vit dans une pauvreté effroyable. Donc voilà, il y a eu une modernisation, mais c'est quand même pas allé jusqu'à une élévation très forte du niveau de vie. L'Italie a été touchée en retard par rapport aux autres, mais a quand même été touchée par la crise de 29. Et puis les accords du Latran, bien sûr, c'est signé avec Mussolini, et ça lui a donné, parce que c'était un vrai succès, c'était une question qui était la question des relations entre l'État italien et la papauté, c'était une question qui durait depuis au moins 1870, que personne n'avait pu régler. Il réussit à
à la régler, et ça lui a donné un prestige international absolument inouï à l'époque. Il s'est présenté comme le nouveau Bonaparte. Comme Bonaparte avait signé le Concordat avec Pie VII, lui il signait avec Pie XI. Voilà. Il réconciliait l'Italie avec l'Église, comme Bonaparte avait réconcilié la France avec l'Église. D'ailleurs, il avait une certaine admiration pour Napoléon, et certains historiens sont allés un peu loin, à mon sens, en présentant le bonapartisme comme une sorte de fascisme, mais ça renvoie à l'idée qu'il n'a pas été fasciste dans l'histoire, alors que, bon, évidemment, ça n'a absolument rien à voir, parce que le bonapartisme est une conservation, même si, évidemment, c'est le fils de la Révolution, on veut conserver les acquis de la Révolution, mais remarquons quand même que le bonapartisme est une avancée dans l'emprise de l'État, de la place de l'État dans la société. Moi, j'avais une question concernant l'appellation fasciste. On pose souvent cette appellation sur les régimes franquistes et nazis. Est-ce que cette appellation est justifiée? Y a-t-il des différences doctrinaires vraiment importantes entre ces différents régimes? Alors, avec le national-socialisme, Hitler a toujours eu une très grande admiration pour Mussolini. En 1923, la tentative de putsch, elle est liée à la marche sur Rome, en 1922. Il avait demandé aussi une photo dédicacée à l'ambassade d'Italie à Berlin, une photo dédicacée du Duce. Et il n'a jamais caché que c'était une source d'inspiration. Et jusqu'au bout, il a gardé pour Mussolini une vraie admiration et des sentiments de sympathie, autant qu'il était possible d'en avoir, des sentiments de sympathie vis-à-vis de lui. Il méprisait souverainement les Italiens. Goebbels, dans son journal, quand il parle des Italiens, dit les Bohémiens. Mais le Duce il était au-dessus du lot. Mais il y avait quand même une différence, je dirais deux différences. Hitler n'a jamais été de gauche, dans le sens de son parcours politique. Il n'a jamais traîné avec la gauche, contrairement à Mussolini. Et puis, c'est l'aspect racial et antisémite qui est structurant l'aspect structurant dans le national-socialisme. Ça ne l'est absolument pas dans le fascisme. Et d'ailleurs, jusqu'en 1938, les nazis reprochent beaucoup aux fascistes cette absence de racisme et d'antisémitisme, en leur disant vous ne comprenez rien à la réalité en n'ayant pas ces questions au cœur de votre doctrine et au cœur de votre État. Et beaucoup de fascistes, de hiérarques fascistes, mettaient en avant cette différence pour dire à Mussolini nous ne devons pas fréquenter ces gens-là, nous ne devons pas nous allier avec l'Allemagne nazie, car ils nous méprisent, ils méprisent le fascisme, et il y a ce fossé idéologique que constitue la question antisémite. Alors, je finis pour le franquisme. Alors, pour le franquisme, alors là aussi c'est très discuté. Pour moi, pour moi, ouais. Non, vous avez des historiens qui. Pour moi, ce n'est pas le franquisme. Je parle bien du franquisme, n'est absolument pas du fascisme, car le franquisme est un mouvement extrêmement conservateur, voire même réactionnaire sur certains points. Pour ma part, je définis le franquisme comme du national-catholicisme. Et là, pour le fascisme, il y a un mot qui ne convient pas. Je vous laisse deviner lequel. Donc oui, bien sûr, c'est le catholicisme. Donc, alors, il y a un mouvement fasciste, c'est la Phalange, qui se revendique clairement du fascisme italien. Mais Franco les a toujours surveillés de près, a toujours cherché à les contrôler, et il a toujours été très méfiant vis-à-vis de l'aide que l'Italie fasciste lui a apportée pendant la guerre civile, parce qu'il avait bien compris que ce n'était pas une aide désintéressée, et que il ne voulait pas que le fascisme prenne trop de place dans son futur régime. Mais voilà, à mon sens, ce n'est absolument pas du fascisme. Oui, alors je voudrais continuer cette interrogation, Frédéric Lemoal. Vous trouverez la vérité sur le fascisme, sur le mouvement italien du fascisme, dans le livre de Frédéric Lemoal, Histoire du fascisme. Et vous comprendrez l'écart entre la vérité historique et la propagande politique.
Mais je voudrais faire un excursus rapide sur la propagande politique pour que vous compreniez mieux peut-être les préjugés dont vous devez sortir si jamais vous avez été contaminé. Le clivage droite-gauche existe depuis 3 siècles. Pas depuis 2 siècles, pas depuis 1789, mais il existe depuis ce que Paul Hazard, dans un grand livre, a appelé la crise de la conscience européenne, qu'il a daté de 1680 à 1715. Et pour autant, il est arrivé, justement, entre les 2 guerres mondiales, que ce clivage droite-gauche soit dépassé dans le combat politique, au moins dans certains pays, par l'opposition entre un front anticommuniste et un front antifasciste. Le fascisme, Frédéric Leboeuf le démontre, pour l'Italie, était un mouvement socialiste, révolutionnaire, donc clairement de gauche, et il était anticommuniste, anti-marxiste, anti-bolchevique, si vous préférez. Et donc, la gauche a éclaté entre communistes et fascistes, et les communistes sont alliés avec tous les antifascistes, et les fascistes sont alliés avec tous les anticommunistes. Et c'est ainsi que José Antonio Primo de Rivera, qui était fasciste en Espagne, s'est allié à Franco, qui était un dictateur partisan d'un régime autoritaire et pas du tout d'un régime socialiste, collectiviste ou totalitaire, si vous voulez. Bon. Et la propagande continue aujourd'hui, puisque la réduction ad Hitlerum, la religion de la Shoah, le fait que la propagande est toujours ramenée aux images de la Seconde Guerre mondiale, fait que l'on peut aujourd'hui opposer le camp du bien des progressistes au camp du mal des nationalistes ou des populistes en les assimilant au fascisme d'avant-guerre. Alors, pour en revenir donc à la thématique d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme a tendance à le faire Frédéric Leboeuf, que le socialisme national de Hitler, c'est autre chose que ce n'est pas un fascisme? Moi, je crois que si. Alors d'abord, je vous signale que je ne suis pas germanophone, mais j'ai vérifié auprès de germanophones, l'ordre des mots n'est pas le même en allemand et en français. Donc en fait, on traduit national-socialiste, alors qu'on va traduire socialiste-national. Voilà, première remarque, qui est dans l'article que j'ai fait, Hitler était socialiste. D'autre part, l'abréviation nazi est une abréviation de propagande utilisée par les ennemis de Hitler pour dissimuler le nom de socialiste national. Et d'ailleurs, normalement, en allemand, on aurait dû prendre na, la première syllabe du mot national, national, et so, ça aurait fait nasso. Et on a pris la deuxième syllabe pour brouiller le sens de socialiste national. Je vous rappelle que le parti de Hitler s'appelait NSDAP, ce qui en français veut dire Arbeiter, c'est ouvrier ou travailleur, le parti socialiste national des ouvriers allemands. Je répète, le parti socialiste national des ouvriers allemands. Alors quand Frédéric Leboeuf vous dit Hitler n'a jamais été de gauche, mais vous plaisantez, il a toujours été de gauche. Il a absolument toujours été de gauche. Évidemment, il n'a pas appartenu à un parti marxiste, mais pour autant, il a appartenu dès le début à un parti qui s'appelait le Parti socialiste national des ouvriers allemands. Et d'ailleurs, quand on étudie bien la question, j'espère que ce sera votre prochain livre peut-être, du socialiste national hitlérien, on voit très bien les points communs. Moi, je me suis un peu penché sur ce régime et j'ai lu votre livre, mais c'est frappant, si vous voulez. Alors, il y a des différences qui tiennent à l'idiosyncrasie des 2 pays. L'Italie n'est pas l'Allemagne n'est pas l'Italie, évidemment. Où des personnes, Hitler et Mussolini, ne sont pas pareils. Hitler aurait viré le roi Umberto, comment il s'appelait, Victor Emmanuel tout de suite. En fait, vous parliez de totalitarisme de bas rendement ou de basse intensité, ce qui, entre parenthèses, est une contradiction in adjecto, parce qu'un totalisme est forcément s'il est totalitaire, il ne peut pas être de basse intensité. Bon, passons. Mais, oui. Et donc, mais en tout cas, il y a donc de grandes différences entre les 2 personnages. Il y a des différences aussi pour l'antisémitisme, le racisme anti-juif, devrais-je dire, mais qui est dû d'ailleurs à une raison très simple, c'est qu'il y avait 10 fois moins de juifs en Italie qu'en Allemagne. C'est une raison très simple, 10 fois moins de juifs. Les juifs, en 1933, jouaient un grand rôle dans la politique, dans la société allemande, alors qu'ils jouaient un rôle très marginal, parce qu'il n'était que, il était quoi, 20-30 000 en Italie, ils étaient très peu nombreux. Bon. Donc, les différences sont considérables, mais le fait, disons, l'origine elle-même, l'inspiration, peut-être que, évidemment, Hitler est allé plus loin dans la logique, mais qui est la même, en fait, fondamentalement la même. Donc je crois qu'on peut parler du fascisme
italien comme un archétype d'un fascisme en général, et on peut dire oui, Hitler était fasciste au sens large, et on peut élargir la notion de fascisme. Alors attention, je n'ai pas dit que le national-socialisme n'était pas un fascisme. Si. Non. J'ai dit deux choses. J'ai dit les différences de parcours qui me paraissent importantes. Bien sûr, vous avez raison sur le NSDAP, l'adhésion, etc. Mais il n'a pas du tout le même parcours idéologique de Mussolini. Il y a, à mon sens, vraiment une différence qui est là capitale. Donc, bien sûr, le national-socialisme est un fascisme, mais ce n'est pas issu de la même culture, et je pense que là, ça joue. La différence d'héritage culturel entre l'Allemagne, ce qu'a été l'Allemagne et l'Italie, ça joue énormément sur l'idéologie des deux mouvements. Et c'est la question raciale et antisémite qui est une différence capitale. Je ne pense pas que ce soit par rapport à la communauté des deux pays, c'est sur la notion de peuple. Et Mussolini se trouvait dans une contradiction totale parce qu'il exaltait d'un côté Rome et l'Empire romain. D'ailleurs, il aimait bien rappeler qu'à l'époque d'Auguste et de Tite-Live, les Allemands vivaient dans des bois avec des peaux de bêtes sur la tête. Donc, il exaltait d'un côté l'Empire romain, mais l'Empire romain, c'est quoi? C'est quand même l'assimilation. C'était quand même un modèle d'assimilation de populations étrangères. Voilà. Et donc là, en 1938, il s'est retrouvé devant une contradiction totale. Et donc, la notion de peuple en Italie n'a pas de caractère racial. Et dans les années 30, avant le tournant de 38, c'est très très souvent mis en avant dans le texte de 32, dans l'encyclopédie du fascisme, c'est vraiment mis en avant. Voilà, que le peuple italien n'est pas une race. Ensuite, sur la notion de basse intensité, là je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que alors, dans ce cas, pour vous, l'URSS de Brejnev n'est plus totalitaire. Mais à mon sens, ce n'est pas vrai. Elle est totalitaire parce qu'elle ne renonce pas au projet de l'homme soviétique. Non, mais si on définit le totalitarisme comme le socialisme intégral, on peut considérer qu'il s'est réalisé presque parfaitement avec Staline, enfin, avec Lénine et Staline d'ailleurs, dès le début, dès Lénine, Trotsky, Staline, bon, et qu'il a trouvé son accomplissement bien dans le génocide ukrainien, l'Holodomor et l'extermination de 20 ou 30 millions de Slaves. Bon, ça c'est vraiment c'est à l'état pur. Mais de ce point de vue-là, si c'est le socialisme pur ou le collectivisme pur, même Hitler n'est pas vraiment totalitaire, parce que Hitler n'a pas supprimé la propriété privée. Vous voyez, pas plus que voilà. Donc le vrai totalitarisme, si on doit le définir comme un pur socialisme, c'est et encore, est-ce que ça n'est pas uniquement Pol Pot? Pol Pot, c'est encore mieux. Pol Pot, c'est vraiment alors là l'idéal absolu, quoi. D'ailleurs, il avait appris la pensée rousseauiste, non pas auprès de Frédéric Lenoir, mais de ses prédécesseurs à l'université française. Et Pol Pot, ça c'est pur, ça, vraiment. Mais vous voyez, la pureté, c'est toujours c'est limite, c'est asymptotique en quelque sorte. Voilà. Alors encore deux questions, et puis ensuite nous passerons à la séance de dédicaces. Je ne saurais trop vous insister, parce que non seulement c'est passionnant, mais ça vous permettra d'avoir des armes idéologiques. Ça vous permettra ensuite, vous le direz, vous verrez, ça se lit très facilement et avec passion, et ça vous donnera des armes idéologiques ensuite quand vous discuterez avec des crétins qui vous diront, ou des crétins ou simplement des incultes, qui vous diront, mais bien sûr, le fascisme est de droite ou d'extrême droite, vous leur dites, écoutez mon vieux, hein, Frédéric Lemoal, hein, bon, tais-toi. Hein. Est-ce que tu as lu Frédéric Lemoal? Non, alors tais-toi. Hein. Encore deux questions et puis les dédicaces. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonsoir. Alors, j'avais une question par rapport aux liens entre... quels sont les liens qu'il y a pu avoir entre franc-maçonnerie italienne et fascisme? Merci. Alors, effectivement, très intéressante question. Oui, comme ça, c'est bon? Alors, les liens ont été complexes, mais très forts. Alors Mussolini, si je prends le cas de Mussolini, Mussolini n'aime pas la franc-maçonnerie. Il n'a jamais été franc-maçon, à ma connaissance, et il est à l'origine des lois qui ont interdit la franc très rapidement. Mais beaucoup de hiérarques, c'est-à-dire des grands du régime, sont francs-maçons.
Alors en effet, Farinacci, qui incarne, Roberto Farinacci, qui incarne vraiment l'aile la plus dure. Il y a Giuseppe Bottai, qui a été également, Dino Grandi, ministre des Affaires étrangères, bon, qui est un modéré, si j'ose dire, mais enfin, quand même. Donc il y a des liens. Ils ont été maçons. Mais rapidement, alors pourquoi? Parce que c'est simplement c'est leur parcours de gauche, c'est leur parcours révolutionnaire qui les a fait entrer dans la franc-maçonnerie, qui est très puissante en Italie, dans l'Italie libérale. Même le roi Victor Emmanuel III, alors je ne dis pas qu'il est maçon, mais enfin il a une certaine proximité avec la franc-maçonnerie. Tout ça s'explique aussi par le caractère anticlérical de la monarchie italienne. Ce qui nous renvoie à la question romaine, enfin bon, peu importe. Mais voilà. Alors, très rapidement, l'appartenance à la franc-maçonnerie et au fascisme devient impossible. Tout simplement parce que la franc-maçonnerie, elle est liée justement au régime libéral, à l'ancienne Italie, et que c'est un corps dans le corps, un État dans l'État, que le totalitarisme ne peut pas accepter. Tout, bien sûr. C'est dans tous les systèmes totalitaires. Tout corps incontrôlable ne peut pas être accepté. Donc c'est la franc-maçonnerie, c'est la mafia qui a été combattue également en Sicile. Alors, je vais faire, avant la dernière question, une petite remarque, disons, politique. Vous savez qu'à la droite dure ou à l'extrême droite, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que tout se ramène à un complot judéo-maçonnique. Alors, les choses sont un peu plus complexes. Parce que quand on lit l'histoire du fascisme, on comprend ce qui s'est passé. En fait, la franc-maçonnerie joue un grand rôle, un rôle considérable, comme vient de le dire Frédéric Le Moral, et qu'il démontre dans son livre, dans la naissance du fascisme. Un grand nombre des hiérarques sont francs-maçons. En 1924, pour la raison que vous avez dite, le régime se retourne contre la franc-maçonnerie. Mais Farinacci, on ne sait pas s'il n'a pas continué à rester franc-maçon malgré les interdictions, alors que c'était peut-être pas le numéro 2 dans l'organisation, mais c'était le plus important, le plus influent, le plus prestigieux. C'était le Ras de Crémone, c'est ça? Le Ras, c'est parce qu'ils avaient emprunté le nom des chefs éthiopiens. C'était un Farinacci, il restait toujours fidèle à Mussolini, alors qu'il était pur et dur du fascisme. Et il était franc-maçon. Donc la franc-maçonnerie a joué un grand rôle. Et les juifs aussi, ils étaient beaucoup moins influents, évidemment, dans l'Italie qu'en Allemagne, mais c'est l'inverse. Alors qu'en Allemagne, évidemment, ils se sont opposés au mouvement hitlérien pour la raison qu'on devine. En Italie, pas du tout. Les juifs ont été souvent favorables, et notamment la maîtresse, l'égérie politique de Mussolini, qui a joué un grand rôle, on peut le dire, dans la naissance, développement du fascisme, qui est resté sa maîtresse jusqu'en 1932, alors que le fascisme a été fondé en 1919 et a pris le pouvoir en 1922. Margherita Sarfati, qui était juive, a été la maîtresse, il devait en avoir plusieurs, mais la maîtresse essentielle, disons, la première de ses maîtresses. Et son égérie politique qui a une influence considérable. Donc, si vous voulez, jusqu'en 1924 non compris, on pourrait dire que le fascisme était du judéo-maçonnisme, en caricaturant à peine la réalité. Oui, vous caricaturez un petit peu quand même. Vous caricaturez un petit peu. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Comme je l'ai dit, beaucoup d'Italiens juifs étaient membres du PNF, et militaient au PNF. Il y avait des postes importants. Alors juste pour revenir sur la franc-maçonnerie, au moment de la marche sur Rome, Mussolini est à Naples avec toutes ses troupes pour organiser la marche. Il part à Milan. Et c'est de Milan qu'il va tout commander, parce que c'est pas trop loin de la frontière non plus, on ne sait jamais comment les choses pouvaient tourner. Mais sur la route qui le mène à Milan, il s'arrête à Rome et on sait qu'il y a une rencontre avec le maître d'une loge, je ne me souviens plus laquelle, pardonnez-moi. C'est le grand... oui. Avec le grand maître, mais je ne sais plus quelle loge. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Il n'y a pas eu de compte-rendu, pour des raisons qui apparaîtront évidentes à tout le monde. Mais il n'y a pas eu de compte-rendu, mais on sait qu'il y a eu cette rencontre. Et donc, voilà, ils ont sans doute avalisé la prise du pouvoir. Oui. Béni, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a
Accepté, accepté. Alors, je ne connais pas le livre dont vous parlez, je ne l'ai pas lu. Alors, pour moi, ça me paraît totalement contradictoire, parce que être de droite, c'est croire en la nature humaine, et croire en la nature inaliénable de la nature humaine, et c'est vouloir la conserver et la protéger contre toutes les expériences diverses et variées qu'on veut faire dessus. Donc, si la droite récupère le concept d'homme nouveau, au sens où nous l'entendons là dans notre discussion, de transformer l'esprit, l'âme, le comportement, voire le corps, si quelqu'un de droite adopte ce concept et ce combat, alors il n'est plus de droite. Alors, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Frédéric Le Morel. Alors, il faut distinguer. Qu'est-ce qu'on entend par homme nouveau ? L'homme nouveau a un sens spirituel dans la religion chrétienne, puisque Saint Paul, l'apôtre Saint Paul, nous appelle à devenir un homme nouveau par le Christ. Bon. Alors, dans ce sens, évidemment, le pieux chrétien que je suis aimerait bien devenir un homme nouveau. Bon. Peut-être qu'il est devenu par le baptême, d'ailleurs, enfin, passons. Déjà. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du projet révolutionnaire de transformer la nature humaine. Alors, ça, c'est typiquement l'idée de la gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche ? On ne le répétera jamais assez. C'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Il faut bien comprendre aussi, je le dis au passage, c'est essentiel, que la gauche a deux pôles antagonistes, le collectivisme et le cosmopolitisme. Ce qui explique que les collectivistes totalitaires, si vous voulez, comme Staline ou Rousseau, ou Mussolini et Hitler, sont anti-cosmopolites. Vous voyez ? Et que les cosmopolites, comme Emmanuel Macron ou George Soros, sont anti-collectivistes. Voilà. Mais dans les deux cas, qu'on soit collectiviste ou cosmopolite, on veut transformer l'homme, détruire la nature humaine. Aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est le cosmopolitisme. L'idéologie cosmopolitique, pour employer un adjectif qu'on a créé en français pour traduire un mot allemand, lorsqu'on a traduit en 1784 le livre le très mauvais livre d'ailleurs, entre parenthèses, d'Emmanuel Kant, qui s'appelle Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est pas inintéressant, enfin, c'est affligeant. Eh bien, on veut créer un homme nouveau. Mariage homosexuel, destruction de la famille, avortement, etc. GPA demain, enfin, on veut complètement transformer la conception de l'homme et en fait détruire ce que sa nature spirituelle impose de reconnaissance de sa dignité. Donc, en fait, le gars qui vous dit qu'il faut que l'homme de droite reprenne à son compte la notion d'homme nouveau, c'est un candole. Alors, candole, c'est un terme que j'ai créé pour désigner les hommes, pour traduire l'anglais. Alors, vous connaissez peut-être pas le terme. Le candole, c'est un terme que j'ai créé en empruntant ce terme au roi Candole de la mythologie grecque, pour traduire le mot anglais cuck, qui est un terme de vocabulaire de la pornographie américaine. Et donc, candole ou cuck, c'est-à-dire c'est l'homme classé à droite, mais qui se soumet au cosmopolitiquement correct. Voilà la définition. Bon. Vous voulez des noms ? Alain Juppé. Voilà. Alain Juppé. J'en connais quelques autres. Bien. Madame Pécresse. Vous voyez ? Candole type. Bon, qui disent, moi je suis de droite, mais il faut une droite. Et en fait, en réalité, ils ont les idées des gens d'en face. Bon. Donc cette idée qu'il faudra créer, que les hommes de droite devraient... Non. Les gens qui, d'ailleurs, qui disent ça sont peut-être en fait peut-être pas des candoles en réalité, mais des fascistes qui croient qu'ils sont de droite parce que les gens d'en face disent qu'ils sont de droite. Enfin, à mon avis, c'est ça. Le gars, il dit, moi je suis fasciste, j'admire Hitler ou j'admire Mussolini ou les deux.
Et donc, puisque je suis fasciste, je suis de droite. Et le gars, il a appris à l'école que le fasciste était d'extrême droite. Donc, il croit qu'il est d'extrême droite. Alors, il lira l'histoire du fasciste de Frédéric Le Moral, il comprendra son erreur, il comprendra qu'il est de gauche en réalité. Voilà. Alors maintenant, je vous propose d'applaudir fortement Frédéric Le Moral. Frédéric Le Moral, qui n'a pas simplement fait un excellent exposé, mais qui est un grand historien, qui s'est imposé maintenant par son livre sur l'histoire du fascisme. Personne ne l'avait fait avant lui. Et donc je vous invite vraiment maintenant à venir. Vous pouvez vous lever, la séance est finie, sauf pour les dédicaces, pour venir ici vous faire dédicacer un livre. Alors la gentille...